Bonjour! Le judo appliqué aux affaires, et non les affaires appliquées au judo, c'est très différent. J'ai toujours eu une certaine réticence à mélanger l'argent et le judo. Bien sûr, j'ai eu un dojo privé pendant de longues années, mais par principe, j'ai géré étroitement les budgets du dojo de façon à ce que ce soit accessible pour tout le monde. C'est vrai que j'avais un travail quand même permanent dans un lycée, dans un collège, le Cégep de Trois-Rivières, puis je gagnais très très bien ma vie. Mais bien sûr, pour le dojo, il fallait payer le loyer, assumer les frais de fédération, les assurances, la publicité. Mais à aucun moment, j'ai voulu mélanger les profits au détriment de la qualité de l'enseignement. Et je n'ai jamais, jamais refusé quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent pour s'inscrire chez nous puis s'entraîner. Vous l'aurez deviné, quand je dis les affaires appliquées aux arts martiaux, je parle ici de la commercialisation à outrance des arts martiaux à des fins de profit brut. Faire payer 30 pour un examen de degré entre deux ceintures pour des enfants de 8-9 ans. Quand on lit un peu sur la vie de Kano Jigoro, on y fait une découverte qui est quand même étrange. Le judo n'était pas au centre de sa vie. Ça m'a surpris. Et le centre de sa vie, c'était l'éducation. D'ailleurs, les travaux d'Yves Cadeau nous mettent ça en lumière assez rapidement. Donc, le judo de Kano, dans sa vision, c'était un moyen d'améliorer la société en créant un monde d'opposition en apparence, et ça, c'est des affaires dans le dojo, pour nous apprendre à évoluer en harmonie avec les autres, cette fois-là en société. Si on fait une analogie tirée par les cheveux, vous me direz, un peu comme un jeu de Monopoly qui peut faire comprendre les mécanismes du capitalisme, mais dans le cas de Kano, c'est une visée qui est beaucoup plus noble en fait. Ultimement, Kano Shihan voulait sortir le judo des dojos. Dans son livre Mind Over Muscle, Kano considère qu'il y a 3 niveaux de judo. Le niveau inférieur, le premier niveau, c'est justement le judo en dojo. Les randori, les entraînements, les uchikomi, en fait, c'est le taille de Shingi Tai. Le niveau intermédiaire, quant à lui, ça concerne les attitudes, la culture judo, les attitudes, le contrôle de ses émotions. Et finalement, le judo supérieur, c'est la capacité de l'intégration de prospérité bienfait mutuel en société, donc véritablement sortir le judo du dojo et y appliquer ces principes dans la vie de tous les jours. Je vous raconte mon parcours. Suite à une visite à un ami qui était malade dans un hôpital, le pauvre homme faisait une dépression, j'ai été témoin d'une intervention physique extrêmement musclée par des gardiens qui, faute de moyens, puis par ignorance, étaient violents avec des clientèles, ces clientèles-là qui étaient très fragiles. Puis surtout avaient une attitude qui est complètement incompatible avec une intervention qu'on pourrait appeler appropriée. Puis comme société, c'était absolument inacceptable. Alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis spécialisé dans l'intervention physique, mais du point de vue éthique, dans des milieux qui étaient très ciblés, comme par exemple la psychiatrie, la déficience intellectuelle, la santé mentale, les centres de jeunesse, les centres de gériatrie, où il est absolument essentiel d'intervenir de façon la moins intrusive possible afin de garder le lien de confiance qu'il y a entre les intervenants et la clientèle visée. Évidemment, j'ai dû m'associer à divers spécialistes, un psychologue en pacification de crise, des infirmiers qui étaient sur le terrain, des éducateurs spécialisés qui avaient du terrain, des gestionnaires d'hôpitaux, des gestionnaires de centres jeunesse. Puis on a créé au Québec une formation qui s'appelle Omega, qui est maintenant présente dans tous les centres intégrés de soins de santé du Québec. C'est maintenant un programme gouvernemental. Je l'ai donc fait sortir le judo du dojo. Et je dois dire en toute modestie que c'était un succès certain. Mais surtout, de par la nature de cette entreprise-là, j'ai contribué, à améliorer la société dans laquelle je vis, à mon niveau. Il y a un autre judoka, Benoît Séguin, un 5e dan, qui lui, de son côté, a mis au point des cours de brise-chute. Au début, c'était destiné aux gens qui étaient atteints de sclérose en plaques. Lui, il a adapté ça pour les personnes âgées, puis il est encore en train de l'adapter pour d'autres clientèles à potentiel de tomber souvent. Les écoles primaires, les enfants qui jouent, qui ne sont pas nécessairement sportifs, qui n'ont pas les latéralités bien développées. Un autre exemple, ça va être le dernier, là, un homme d'affaires québécois, Jacques Côté, un 6e dan, dont l'entreprise Solmax, allez voir ça sur Internet, ça connaît un succès international et c'est un fleuron de l'économie du Québec. Lui, Jacques, quant à lui, il donne des conférences sur le judo et son implication dans les affaires. Le dénominateur commun de ces 3 entreprises, c'est se servir des principes Seiryoku Zenyo, meilleure utilisation de l'énergie, et Jita Kyoei,
prospérité, bienfait mutuel, et de l'appliquer au milieu dans lequel nous présentons nos projets respectifs. Il y a un livre de Pierre Delorme, Les arts martiaux appliqués aux affaires, qui a été édité il y a quelques années et c'est très, très intéressant. Puis, je vais m'inspirer de ce livre-là pour vous parler des arts martiaux en général appliqués aux affaires, mais particulièrement le judo. Lui, c'était le kendo. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en affaires, comme dans le dojo, il y a beaucoup de similitudes. OK? Je vais vous en présenter quelques-unes. Le premier, ben, c'est le sens du timing. Le sens du timing, c'est aussi bien important en randonnée en dojo qu'en affaires. La concentration. La concentration, ne pas s'éparpiller inutilement, se concentrer dans un randonnée ou en présentant un plan d'affaires, ben, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a des principes à respecter pour ça, se concentrer. La vigilance, le zanshin, ben, c'est important d'être capable de voir ce qui se passe autour de soi, percevoir les pièges et les dangers, aussi bien en judo que quand on présente un plan d'affaires et qu'il y a des concurrents. On parle d'intuition. L'intuition qu'on a développée dans ce qu'on appelle les ressentis dans le randonnée, c'est de l'intuition. Ben, on a besoin de ça, l'intuition en affaires. Bien sûr, on va y aller plus en profondeur. Mais pour vous mettre en appétit, je vais vous citer un premier exemple tiré du livre de Delorme, justement, qui, on le sait, qui est un kendoka de haut niveau. En fait, c'est l'histoire d'un test d'embauche dans une grande entreprise japonaise, la deuxième plus importante du pays à l'époque, en 84, la Momohana. Et ce que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Juste les noms ont été changés. Il y a 4 étudiants finissant d'université qui ont été présélectionnés puis qui attendent leur entrevue d'embauche. Le premier s'appelle Tanaka Shinji, il a 20 ans. C'est un costaud, il pèse 100 kilos, puis il sort de l'université de Meiji. Nous, les judokas, on connaît ça, l'université de Meiji. C'est connu pour ses champions de judo en lourd. Mais aussi, un peu moins pour les judokas, mais c'est très réputé pour la faculté des sciences économiques. C'est en fait une des meilleures du Japon. Lui, il est 3e dan. Le deuxième candidat, Nakano Kenichi, lui a 22 ans. Et puis, il est diplômé de l'université de Waseda. Ça, c'est une excellente institution dans la faculté des sciences économiques. Puis, là aussi, c'est une des meilleures du Japon. Lui, il est également 4e dan de judo. Le troisième de ces candidats-là s'appelle Watanabe. Watanabe, il est issu de Todai, l'université de Todai. Il est diplômé en économie puis en gestion. Il est 4e dan de kendo. Et le dernier, Kotaro, lui, il a 20 ans, puis il sort de l'université de Takushoku, l'université de Kimura Sensei. La salle de kendo de l'entreprise a été réservée pour leur servir de lieu pour l'entrevue d'embauche, ce qui est un petit peu particulier. Les 4 candidats se tiennent, ils arrivent dans le dojo, ils arrivent dans le il était quasiment au garde-à-vous, c'est super ces dojos-là, les dojos de kendo au Japon, c'est super. Mais il a recouvert le plancher de bois franc de tatami. Puis dans un coin, on pouvait voir une grosse pierre énorme, une pierre énorme qui était posée sur une toile. Des grosses pierres comme on trouve dans les jardins zen, on voit ça, ces photos, puis on en voit souvent au Japon. Puis dans le coin opposé, il y avait une grande corde, puis un bras de levier en fer, comme un pied de biche, une barre de fer, en fait. De l'autre côté de la salle, il y avait 5 examinateurs, puis il y avait comme un intermédiaire dans le milieu, parce que c'est pas le président du comité qui allait parler, c'était l'intermédiaire. Puis lui va servir de relais entre le candidat et le jury. L'intermédiaire dit, OK, vous voyez cette pierre, ben, la tâche est de la transporter au bout de la pièce, avec ou sans aide de la corde ou bord de fer. Organisez-vous avec vos troupes, amenez-moi ça là-bas. Fait qu'on demande au premier, Tanaka, comment il allait faire. Tanaka salue, il plie sa veste, s'avance, il salue la pierre, soulève la pierre, qui était pourtant très très lourde, puis la transporte méticuleusement jusqu'au bout de la pièce, il la dépose doucement, il revient sur ses pas, salue le jury, qui était quand même étonné qu'il soit capable de faire ça. Il a utilisé son atout, sa force physique. Le deuxième, Nakano, il est plus frêle, il est plus fragile. Fait qu'avec beaucoup de classe, il s'approche de la pierre, la salue, ramasse la barre de fer, la corde, fait un nœud coulant, puis il va traîner difficilement la pierre, puis il va s'arrêter à 5-6 reprises, mais quand même, il y a beaucoup de contrôle puis de précision. Ce gars-là, il a su adapter son physique, puis pallier à son manque de force pour réaliser la tâche. Le jury a constaté que l'ensemble des gestes étaient sobres et puis démontraient quand même une très grande intelligence. On appelle alors le troisième candidat, Watanabe. Lui, il salue le jury, puis il appelle ses camarades candidats.
il dit, Monsieur Tanaka, est-ce que vous voulez m'aider à pousser la pierre? Monsieur Nakano, est-ce que vous êtes capable de me faire le même nœud que tout à l'heure? Monsieur Oda, quant à vous, est-ce que vous êtes capable de prendre la barre de fer puis pousser dessus quand je vais vous le dire? L'opération de transfert, de transport, s'est terminée en 6 minutes. Watanabe remercie ses camarades en soulignant la contribution de chacun. Il salue chacun et il dit « Ah, c'était bon, ça c'était bon, etc. » Il va saluer il salue le jury. C'est à ce moment-là que le président du jury s'est levé et il a dit « OK, le test est terminé. » C'est injuste parce qu'Ota demande « Hey, pourquoi j'ai pas eu la chance de performer? » Le président du jury déclare « Regarde, c'est inutile, c'est Watanabe que j'ai choisi. » On va regarder maintenant les arguments du jury. Pourquoi ils ont pris ce gars-là? En fait, les deux premiers ont prouvé leur qualité. Le premier, il a brillé par la démonstration de sa force tranquille, sa grande confiance en lui. Mais en faisant ça, en faisant étalage de sa force, même si c'était sans arrogance ou ostentation, ça le mettait en concurrence directe avec les autres et ça l'installait, lui, en situation de prédominance. Bon, c'est bon pour éliminer les autres. Psychologiquement, c'est ambigu pour les dirigeants de Momohana. Le second, lui, il est tombé à peu près dans un piège équivalent. On peut dire qu'il a bien utilisé les limites de son corps, puis il a bien utilisé son intelligence en utilisant tous les instruments à sa disposition, puis il a compensé son infériorité physique, si vous me permettez, par une adaptation adéquate. Il a démontré une grande efficacité, bien sûr, mais il n'a pas démontré un sens d'équipe. Mais pourquoi qu'on a choisi Watanabe? Parce qu'il a abandonné son ego. Il ne s'est pas mis en concurrence directe avec les autres candidats. Il a su mettre à profit toutes les qualités du groupe pour arriver à réaliser la tâche, puis il a souligné le bon travail de chacun. Il y avait une vision globale juste. Il y avait l'esprit d'initiative, la détermination sans effort, l'adaptation aux circonstances. Bien ça, mes amis, c'est ce qu'on apprend en judo ou dans les arts martiaux en général. Et comme on peut le constater en entreprise. Évidemment, on n'a pas approfondi, OK? Dans les prochaines vidéos de cette série-là, on va aborder plus en profondeur comment on peut appliquer les principes du judo dans notre sphère d'activité professionnelle. En espérant que cette vidéo-là vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air, ça va nous aider. Partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. On sort une vidéo par semaine à peu près sur différents sujets qui concernent le judo et les arts martiaux. Abonnez-vous à Martialement Vôtre, ma chaîne, parce que c'est pour vous autres c'est pour vous autres que je fais ça. En attendant, allez pratiquer au dojo, c'est plus important que de regarder des vidéos, même les miens. Faites attention à vous et à la prochaine.